Je voudrais aussi, à l'entendre de mon discours, formuler des remerciements à l'endroit de nos professeurs encadreurs dans toutes les disciplines qui composent ce club et au-delà même tous les professeurs des lycées extrêmement de Dakar. Cette conférence qui sera animée tout à l'heure par l'éminent professeur M. Touré, que j'ai eu la chance de côtoyer. Seigneur Lo, vous avez offert un petit 2 heures de temps de cours avec lui et je peux vous assurer que nous avons décortiqué tous les courants littéraires qui existent dans le programme de terminale et en regardant un match de Chelsea. N'est-ce pas, M. Touré? Donc, le choix qui a été porté sur M. Touré revêt une importance capitale dans la mesure où le thème porte sur une œuvre au programme, en l'occurrence l'étranger d'Albert Camus. L'analyse que M. Touré en fera nous permettra d'avoir assez d'informations pour mieux nous outiller dans les évaluations à venir. Ainsi, je vous invite, mes chers camarades, à porter une oreille attentive aux conférenciers pour pouvoir en tirer le maximum de profit. Je ne saurais terminer mon discours sans pour autant remercier les membres du bureau qui m'ont ménagé aucun effort pour la réussite de ce café littéraire. Et les professeurs encadreurs qui nous ont soutenus financièrement, sans compter l'appui du professeur ici présent, qui depuis son arrivée au lycée XM1 de Dakar, ne laisse que montrer la détermination pour faire du lycée XM1 un lycée d'excellence. Je vous demande donc d'applaudir Enfin, je remercie le président du club Sagata Jolof qui nous a honorés aujourd'hui de sa présence. Je vous remercie. Je vais prononcer un petit discours. Alors, je ne peux pas ne pas le faire, comme je l'ai fait avec le club européen. Monsieur le maire de la commune de Dakar, monsieur le censeur des études, mesdames, messieurs les surveillants généraux et surveillants de niveau, mesdames, messieurs les professeurs, mesdames, messieurs les élèves, monsieur le conférencier, chers invités, c'est pour moi un grand honneur de me trouver parmi vous au centre socio-culturel de la commune de Dakar. Je profite de cette occasion pour vous saluer, mais également pour vous souhaiter la bienvenue à cette cérémonie marquant le début des activités du club de littérature, d'art et de philosophie. Je pense que ce sera un rendez-vous du donner et du recevoir très intéressant qui fera date, j'en suis convaincu. Chers élèves, vous avez la grande chance d'être scolarisés et formés. Vous devez la mériter pour vous-même d'abord, pour que vos efforts et surtout le temps que vous passez à l'école, de la maternelle à l'université, ne soient pas vains. Ensuite, pour vos parents, qui vous ont beaucoup investi, surtout pour vous, pour votre réussite. Et enfin, pour le Sénégal, car aucune nation ne peut émerger sans une jeunesse bien instruite et bien éduquée. Certes, le monde est à l'ère du numérique, mais le savoir est encore dans le livre. Cela m'amène à votre sujet du jour, étude du roman L'étranger d'Albert Camus, animé par l'éminent professeur M. Touré. Mesdames, Messieurs, chers invités, permettez-moi de magnifier cette mutualisation des savoirs et savoir-faire entre les deux lycées, le lycée XM de Dakar et le lycée Dr Daouda de Sow. Pour le grand bénéfice des élèves de la commune, avant de louer le conférencier M. Touré, un éminent professeur, chevronné, ouvert, rigoureux dans le travail et qui se donne corps et âme pour son métier. Donc on le salue, je l'ai pratiqué. C'est quelqu'un de très extraordinaire. Donc il est très gentil, ouvert, discipliné, jovial. Je ne peux pas même le caractériser. Il est exceptionnel.
Je vous invite donc, chers élèves, à bien suivre l'exposé de M. Touré, qui sera, à coup sûr, un des temps forts de l'année littéraire et culturelle de Dar. Je ne saurais terminer, non sans remercier, mais également féliciter tous les membres des clubs du lycée externe de Dar, sans exception. Mais plus particulièrement, le club et ses encadreurs, à savoir l'éminent professeur Mouché Gueye, professeur de français, Mouché Ndao, l'infatigable professeur d'histoire et de géographie, Mouché Sek, professeur de France et d'histoire géographique, et Mouché Tchad, professeur de philosophie. Et le président, Mouché Alioudiane, que je ne cesse de féliciter. Il participe presque dans toutes les activités des autres groupes. Mouché Diagne, félicitations. Sur ce, je déclare ouvertes les activités du club pour l'année scolaire 2019-2020. Vive le club. Merci de votre attention. Il a reçu une éducation religieuse. C'est un grand marabout aussi. Il a fait ses études primaires à Saint-Louis, ses études secondaires à Saint-Louis, ses études universitaires aussi à Saint-Louis. Donc il a la France. Contrairement à nous qui quittons Dara pour aller faire nos études ailleurs. Donc il n'a pas été diagnostiqué. Il a obtenu son BFM en 1999, son bac en 2002, sa licence en 2005, sa maîtrise en 2007 et son DIA en 2008. Depuis novembre 2008, il est professeur à Dar. Donc c'est quelqu'un qui commence à durer dans notre chère vie. Et il faut que le maire lui donne une parcelle pour qu'il soit maintenant un digne citoyen de Dar. Donc sans plus tarder, M. Touré, nous allons remettre la parole pour démarrer cette conférence. Monsieur le proviseur Fall, je l'appelle grand communément. Grand parce que il a commencé avant moi à enseigner. Grand parce que ses conseils m'ont permis de connaître beaucoup de choses dans l'enseignement. Grand aussi parce que je l'adore. C'est mon ami. On a vécu ensemble au lycée Dr Daouda Sow. Et s'il dit du bien de moi, c'est parce que c'est lui qui est bon, c'est lui qui est gentil. C'est lui en vérité qui a les qualités requises pour montrer donc en quelque sorte une certaine amitié entre son petit frère que je suis et le grand frère qu'il est. En passant, monsieur le proviseur a bien caché madame qui est derrière. Madame Fall, vous avez nos salutations et vous êtes parmi nous et nous en sommes aussi heureux. Merci de prendre soin du grand frère qui est monsieur le proviseur. Merci encore. Monsieur Gueye me fait savoir que derrière tout grand homme, forcément il y a une grande dame derrière qui regarde soigneusement ce que fait monsieur avec son beau carton bleu. Voilà. Alors, monsieur le président du club, j'ai été très ému de vous entendre. Vous avez été pragmatique, vous avez été très clair, et c'est ça qu'on attend aussi des littéraires. Ce qui jouait tout à l'heure, je vous ai bien aimé, je vous ai senti. Et vous avez su montrer en réalité qu'il n'y a pas réellement de distinction entre L et S. Et que c'est toujours le lycée qui gagne. Le lycée ex-SAEM, les lycées de Dara. C'est vous qui gagnez. Alors, chers collègues, Monsieur Sarr, M. Gueye et les autres, je vous salue. Et vous avez aussi tous mes respects. Voilà. Je suis là pour vous parler de L'étranger d'Albert Camus. D'habitude, on prononce Camus, mais c'est Camus.
On dit Albert Camus. Albert Camus, en réalité, est un écrivain multidimensionnel. Multidimensionnel dans la mesure où Albert Camus est à la fois romancier, essayiste, dramaturge, et il s'est même essayé à une autre forme d'écriture moins littéraire, qui est l'écriture journalistique. Mais avant d'entrer dans le vif du sujet, permettez-moi de prendre quelques minutes pour exprimer un petit peu le genre auquel on va s'essayer aujourd'hui, qui est le genre romanesque. C'est un genre qui, en vérité, n'a pas toujours connu une certaine fortune, je veux dire un certain succès. Par rapport aux autres genres littéraires que nous avons l'habitude de côtoyer, que sont la poésie, qu'on considère même comme le langage des dieux, la poésie a été à ses débuts un genre insignifiant. D'ailleurs même, du latin romanus, on le désignait comme étant une langue vulgaire, une langue insignifiante, une langue interdite dans les grandes agglomérations que sont Athènes, en Grèce, mais qui était parlée dans le monde rural. Puis, au fil du temps, le roman a connu une certaine notoriété. Le roman a commencé à devenir un genre à partir du XIIe siècle. À cette époque, le roman commence maintenant à avoir ce qu'on appelle une certaine ambiguïté. Ce que j'appelle ambiguïté, c'est que le roman en tant que genre insignifiant signifie aussi mensonge. Le mot roman signifie essentiellement mensonge. Alors comment un genre prétendant mentir peut-il dire la vérité? Voilà une question donc qui va nous intéresser au fil de notre exposé. En vérité, la dualité entre la fiction ou l'évasion ou le mensonge et la réalité est étroitement développée dans l'univers romanesque. Certains romans sont des romans de pure fiction, des romans où en vérité tout ce que l'on raconte n'existe pas ou n'existe pas dans notre monde. Par exemple, si nous prenons un romancier que j'adore bien et que les élèves ne connaissent pas beaucoup, c'est un Congolais. Alors, Jean-Pierre Makuta Mboku, il s'appelle, a écrit un roman, Jean-Pierre Makuta Mboku. Un roman célèbre qu'il nomme « Et l'homme triompha ». Vous avez vu le temps du verbe « Et l'homme triompha ». Alors, il raconte dans son roman, et dès le début des premières lignes, il raconte qu'en l'an 2032, il y avait sur Terre une terrible maladie. Regardez le sens du verbe. Il y avait sur Terre, en l'an 2032. Nous n'y sommes pas encore. Donc, il s'engage déjà à mentir. Vous avez vu? Et il promène maintenant son lecteur dans un univers féerique, fantastique, merveilleux, extraordinaire pour l'éloigner de la réalité. Mais cet éloignement a une ambition aussi. Cette ambition, c'est quoi? C'est en vérité de reconstruire un nouveau monde qui est quasiment presque identique à notre monde, mais qui est parfait. La perfection de ce monde se limite à ce qu'il raconte en disant qu'un jour, une terrible maladie était arrivée sur Terre. Cette maladie décima pratiquement tout le monde. Que le coronavirus ne soit pas comme ça. Alors, les gens décidèrent de quitter l'espace terrestre pour migrer vers la Lune. Vous m'entendez bien, la Lune. Les plus riches devaient faire ce voyage. Ils partirent, ils habitèrent la Lune pendant quelques décennies. Les plus pauvres étaient restés ici. La majeure partie d'entre eux étaient morts. Mais ceux qui étaient encore vivants décidèrent maintenant de se reconstruire. On disait qu'en vérité, que ces gens qui étaient restés sont les derniers bastions de la race humaine pure. Mais comme Dieu fait bien les choses, en haut aussi, une terrible maladie apparut. Vous me comprenez? Alors cette terrible maladie ne pouvait être soignée que par le sang, mais le sang du noir, notre sang. Alors il fallait pour ces gens-là redescendre et acheter d'autres sang. Vous comprenez? Alors Jean-Pierre Makuta Mboku, et rappelez-vous le titre, Et l'homme triompha, voulait tout simplement montrer que certainement si l'Afrique peut être un jour
dans le système du développement ou diriger le monde, c'est certainement en l'an 2032, quand cette terrible maladie arrivera, que Dieu nous en garde. Voilà. Alors, c'est pour vous montrer un petit peu l'aspect fictionnel du roman, qui est d'abord mensonge, qui est d'abord trahison. Mais à l'opposé, le roman aussi peut dire la réalité, dire la vérité. Si c'est vrai que l'univers romanesque ne peut pas appréhender toute la réalité, parce qu'appréhender toute la réalité serait donc en quelque sorte illusoire. Car si je devais dire ce qu'il y a dans cette salle, j'aurais décrit les moindres faits qui existent dans la salle. La mouche qui vole à côté de moi, je devrais la décrire. Donc je ne peux pas dire la totalité de la réalité. Mais je peux soit dire dans la réalité des faits. Par exemple, tout à l'heure, les équipes qui avaient joué est une réalité. Je peux choisir cette réalité et en faire l'objet d'un roman. Alors cela veut dire que le romancier réaliste ou le romancier qui prétend dire la réalité devrait faire un choix succinct de quelques éléments de la réalité qu'il devrait décrire de manière objective, en utilisant surtout les disciplines scientifiques, c'est-à-dire l'analyse, l'observation, l'analyse, l'expérimentation pour aboutir à des résultats, de manière concordante bien sûr. Donc cela veut dire que la distinction qu'il y a entre science et littérature n'est pas très grande. Si vous regardez bien, nous avons les mêmes objets d'étude que sont l'observation, l'analyse, l'expérimentation et surtout aussi aboutir à des résultats. Nécessairement maintenant, le romancier, s'il cherche à appréhender la discipline scientifique, ne peut s'empêcher de dire la vérité, car la science est vérité, car la science est juste. Vous me comprenez? Cette distinction faite entre fiction et réalité, nous pouvons maintenant avancer sur le XXe siècle. Pourquoi le XXe siècle? L'auteur que nous allons débattre aujourd'hui, qui est Albert Camus, est du XXe siècle. Et dans le XXe siècle, il propose une certaine philosophie qu'on appelle la philosophie de l'existentialisme. L'existentialisme est une philosophie d'abord, mais c'est aussi une sorte de philosophie littéraire. Je m'explique. Si le mot a été appréhendé en littérature, forcément donc, on doit avoir un soubassement philosophique aussi. Ce soubassement philosophique montre en vérité que l'homme est par essence un être qui doit s'intéresser à sa propre existence. Quand je dis à sa propre existence, cela signifie en vérité que pour Albert Camus, comme pour Jean-Paul Sartre, l'existentialisme est une sorte de philosophie qui doit montrer aux individus qu'il ne s'agit pas en quelque sorte de dire que c'est Dieu qui détermine ma vie ou encore c'est quelqu'un d'autre qui détermine ma vie, mais que ce que l'on est et ce que l'on devient dépend de nous-mêmes. Vous me comprenez? Dès la naissance, nous n'avons pas d'identité. Il faut attendre peut-être le 7e jour pour être baptisé. Mais ensuite, ce que nous ferons de notre vie en avançant, certains se diront que je veux être scientifique, avancer sur le domaine scientifique, travailler pour ça, réfléchir dans ce sens. D'autres seront littéraires, d'autres seront autre chose. Mais ce choix-là, d'être scientifique, littéraire ou d'être autre chose, ne dépend que de nous-mêmes. Vous me comprenez? C'est ça qu'on appelle l'existentialisme. Alors dès l'instant que ce courant littéraire du XXe siècle, que les élèves ne comprennent pas beaucoup, parce que les élèves ne comprennent du XXe siècle que la négritude, alors qu'il existe aussi l'existentialisme. Cet existentialisme doit déterminer maintenant la condition de la vie de l'être humain, doit montrer le chemin que l'être humain doit choisir. Certains d'entre nous choisiront d'être bons, de faire le bien, de travailler dans le sens du bien. D'autres maintenant s'intéresseront nécessairement à faire le mal, le vol, le viol, les meurtres, comme nous les voyons dans nos sociétés. Mais c'est leur choix. Ce choix maintenant est dangereux parce que ce choix est sanctionné par la société. Alors, si nous entrons maintenant dans le vif du sujet, il y a le livre L'étranger. Déjà, le mot vous paraît étrange. L'étranger, étrange. 3 significations apparaissent à ce niveau. Dès l'instant que nous voulons comprendre l'œuvre, nous devons d'abord comprendre d'où vient le titre. Et avant de commencer cela, certains élèves, je sais, n'ont pas encore lu le livre, ou ne connaissent pas en réalité le livre exactement, ou ne connaissent pas en vérité le résumé du livre. Alors je me suis permis de convoquer une de mes élèves, que j'appelle aujourd'hui La Voix. Elle va vous lire d'abord le résumé.
pour que vous compreniez au moins l'intrigue. Et ensuite, nous avancerons. Bator à toi. L'étranger d'Albert Camus, le narrateur seul, employé de bureau à Alger, apprend que sa mère est morte dans un asile. Il va l'enterrer sans larmes et sous un soleil de plomb qui ne fait qu'augmenter son envie d'en finir avec la cérémonie. De retour à Alger, il va se baigner et retrouve une ancienne collègue, Marie. Ils vont voir un film comique au cinéma et elle devient sa maîtresse. Un soir, Monsieur croise Salamono, un voisin. Il est invité par Raymond, un autre voisin de palier. Ce dernier, ancien boxeur, lui raconte sa bagarre avec le frère de sa maîtresse et lui demande d'écrire une lettre qui servira sa vengeance. Quelques jours plus tard, Raymond se bat avec sa maîtresse et la police intervient. Monsieur accepte de l'accompagner au commissariat. Invité par Raymond à passer un dimanche au bord de la mer dans le cabanon d'un ami, Monsieur s'y rend avec Marie. Après le repas, les hommes se promènent sur la plage et rencontrent deux Arabes, dont le frère de la maîtresse de Raymond. Ils se battent et Raymond est blessé. De retour au cabanon, Monsieur le tempère et lui prend son revolver pour lui éviter de tuer. Reparti seul sur la plage, il retrouve par hasard le frère qui sort un couteau. Assommé par le froid du soleil, il se crispe sur le revolver et le coup part tout seul. Mais Monsieur est emprisonné. L'instruction va durer 11 mois. Il ne manifeste aucun regret lorsqu'il est interrogé par le juge. Aucune peine lorsque son avocat l'interroge sur les sentiments qui le liaient à sa mère. Le souvenir, le sommeil et la lecture d'un vieux morceau de journal lui permettent de s'habituer à sa condition. Les visites de Marie s'espacent. Le procès débute avec l'été. L'interrogatoire des témoins par le procureur montre que Monsol n'a pas pleuré à l'enterrement de sa mère, qu'il s'est amusé avec Marie dès le lendemain et qu'il a fait un témoignage de complaisance en faveur de Raymond qui s'avère être soutenu. Les témoignages favorables de Masson et Salamono sont à peine écoutés. Le procureur plaide de crimes crapuleux exécutés par un homme au cœur de criminel et insensible et réclame la tête de l'accusé. L'avocat plaide la provocation et vante les qualités morales de Mossol. Mais celui-ci n'écoute plus. Le président, après une longue attente, annonce la condamnation à mort de l'accusé. Dans sa cellule, Mossol pense à son exécution, à son pouvoir et à Marie, qui ne lui écrit plus. L'aumônier lui rend visite malgré son refus de le rencontrer. Mossol est furieux contre ses paroles, réagit violemment et l'insulte. Après son départ, il se calme, réalise qu'il est heureux et espère, pour se sentir moins seul, que son exécution se déroulera devant une foule nombreuse et hostile. Ensuite, il est indifférent à tout, à n'importe quelle chose au monde. Indifférent jusqu'à être indifférent même de la religion. Parce qu'à l'intérieur du roman, le procureur lui demandera, en lui montrant donc le Christ, est-ce que tu crois à celui-là? Il dit non fermement. Quand on lui demande, est-ce que tu as peur de la mort? Il est indifférent et il dit non. Devant le corps de sa mère, inerte parce qu'on lui apprendra que sa mère est morte, et mademoiselle va le lire tout à l'heure, devant le corps de sa mère, il boit du café au lait et fume une cigarette. Et le lendemain matin, il rentre très rapidement à Alger. Et dans la voiture, il se dit que peut-être que bientôt j'arriverai et que je prendrai 12 heures de temps pour bien dormir. La veille de la mort de sa mère.
Il ne se sent pas donc comme nous, il est différent. Nous devons pleurer, nous morfondre. Même si nous ne le pouvons pas, nous faisons semblant. Lui, il ne triche pas. Il le fait tout naturellement parce qu'il est différent de nous. Le titre donc, l'étranger a sa raison d'être. Vous me comprenez? Il est étranger parce qu'il n'est pas comme nous. Deuxième impression du titre. Meursault ne respecte pas les valeurs sociales, les plus élémentaires. On en a parlé tout à l'heure. Il ne s'intéresse à personne, même pas à sa propre personne parce qu'il ne pense pas beaucoup à lui. Donc c'est encore de l'étrangeté. La troisième impression maintenant est plutôt philosophique. Car en vérité, Camus voulait montrer qu'il existe dans ce monde certains hommes qui sont comme Meursault, d'où le titre L'étranger. Plusieurs titres furent d'abord choisis. L'écrivain lui-même avait choisi d'intituler son œuvre La pudeur, parce qu'on peut sentir chez lui aussi une certaine pudeur, une certaine naïveté. Ou encore L'homme libre, parce qu'il est totalement libre, et nous reviendrons sur la notion de liberté tout à l'heure. Ou mieux encore, L'homme heureux, parce qu'il ne se soucie pas du mal des autres, et il n'a pas mal. Même quand on lui demandera « Qu'est-ce que vous ressentez parce que vous avez été condamné ?» Il dit ceci: « J'espère que le jour de mon exécution, qu'il y aurait beaucoup de monde et qui m'accueillerait avec des cris de haine. » Vous comprenez le genre d'homme que nous avons? Alors, nécessairement donc, le titre a trois caractéristiques. Une caractéristique philosophique, la personnalité asociale de Meursault, mais surtout aussi la société qui exclut l'individu parce qu'il n'est pas comme nous. Ensuite, si nous regardons de très près, plusieurs adjectifs vont déterminer ce personnage. Meursault est différent, marginal, il est seul, il est inconnu et en même temps aussi, il s'exclut lui-même. Dès qu'on entre maintenant dans l'univers du roman, on comprend qu'en réalité que ce roman se structure en deux grandes parties. Une première partie qui en vérité symboliserait la partie de la liberté, l'homme libre qu'est Meursault. Et une seconde partie, la partie de l'emprisonnement, l'homme enfermé. Deux parties parallèles, symétriques, mais qui n'ont pas la même teneur. L'univers de la liberté n'est pas l'univers carcéral. Car dès qu'on parle de notion de liberté, Meursault lui-même se sent libre lorsqu'il sent qu'en vérité qu'il vit une liberté absolue, de faire ce qu'il veut, de penser comme il veut, de réagir comme il veut. Parce qu'il s'agit aussi de réaction. Je vous ai parlé tout à l'heure de la mort de sa mère. Dans l'autre univers maintenant, il est dans l'univers carcéral, entre les chaînes. Mais pourtant, il se sent toujours bien, parce qu'il dit qu'en vérité, que tout ce qui arrive ne dépend en vérité que de sa propre personne, parce que c'est lui qui a commis le meurtre. Et il accepte volontiers son meurtre. Nous y reviendrons tout à l'heure. Rappelez-vous seulement que, dès que vous êtes confronté au roman, pensez d'abord à cette structure. Et nous allons entrer dans le domaine de la structure pour vous expliquer que Camus du Metz n'utilise pas le roman de la même manière que les écrivains traditionnels. Par exemple, dans l'écriture des romans à la Mariama Ba, ou encore des romans de Flaubert, ou encore des romans de Balzac, l'écriture n'est pas pareille. Mariama Ba fait ce qu'on appelle des retours en arrière. Regardez, dès le début du roman, on nous annonce d'abord que Modofal est mort. Puis on s'arrête, on retourne en arrière. On nous raconte un petit peu ce qui s'est passé. La seconde épouse, les randonnées, l'abandon de la famille, la tristesse. Puis, on revient encore au roman, le veuvage, les condoléances. Donc, le roman accepte en quelque sorte des retours en arrière, que l'on appelle le plus souvent des rétrospectives. Mais chez Camus, le roman est linéaire. Linéaire dans la mesure où la chronologie des faits suit une logique linéaire. Chaque chose suit l'autre. Il n'y a pas de retour en arrière. Il n'y a pas de prolixe. C'est pourquoi l'histoire est racontée d'un seul trait. La mort de la maman jusqu'à la fin. Mais le roman dans sa structure montre un thème primordial. Le thème de la mort d'abord. Le roman s'ouvre par la mort. Au milieu, il y a la mort.
Et à la fin, on parle aussi de mort. Dès la première page, le livre s'ouvre par ça. Maman est morte. Je ne sais pas si c'est aujourd'hui ou hier. Regardez les différences du personnage. On vous dit que votre mère est décédée. Vous ne savez pas que si c'est hier ou aujourd'hui. En tout cas, elle est morte. Et ensuite, vous vous excusez devant votre patron. Ce n'est pas de ma faute. Je voudrais aller à son enterrement. Si je m'absente, ce n'est pas de ma faute. Alors si c'est monsieur, peut-être si c'était monsieur Fall, il aurait compris très rapidement et on n'aurait même pas besoin de s'excuser. Mais monsieur s'excuse. Cela veut dire qu'il y a une ambiguïté dans le personnage. Je vous ai décrit tout à l'heure un personnage indifférent, asocial, mais c'est aussi un personnage très simple. Courtois, parfois même discipliné. Mais seulement, il est un criminel. Criminel dans la mesure où, au milieu du livre, Meursault commet un meurtre. Le meurtre, en vérité, lui est arrivé de manière, en quelque sorte, involontaire, en premier lieu. Involontaire dans la mesure où Meursault voulait, en quelque sorte, essayer de séparer deux camarades qui se battent, l'Arabe et Raymond. Il récupère l'arme de Raymond, ramène Raymond à la cabane, puis il revient se promener. Il revoit les Arabes. Il y a eu un petit accrochage et Meursault tire une fois. Puis, dit-il, le soleil me brûlait les yeux, je n'arrivais plus à voir et je tirais encore 3 autres coups. Ce sont ces 3 autres coups qui ont constitué le crime. Parce qu'il pouvait en quelque sorte rester que sur le premier coup. Parce qu'il ne l'a pas fait exprès. La gâchette, dit-il, avait cédé. Mais pourquoi a-t-il encore tiré 3 fois de plus? Il dit que c'est le soleil qui avait brûlé ses yeux, qu'il avait ébloui. Donc en vérité, l'acte involontaire dont on parlait devient en ce sens maintenant volontaire. Dans cette première partie, nous remarquerons en vérité que, tout à l'heure j'en ai parlé de la notion de liberté. Cette liberté qui lui permet, en quelque sorte, de ne pas pleurer à la mort de sa mère. Cette liberté qui lui permet, au lendemain même de la mort de sa mère, de retrouver sa bien-aimée. Retrouver sa bien-aimée dans la mesure où ils vont prendre un pain, regarder un film de Fernandin. C'est un film comique, comme ce qu'on voit les Saner et autres. Ensuite, dormir ensemble toute la matinée et toute la soirée en même temps. C'est inconcevable pour un individu qui vient de perdre sa mère. Pourtant, Meursault le fait naturellement. Liberté dans la mesure aussi où le personnage lui-même ne cherche jamais à se justifier. À chaque fois qu'on lui dit quelque chose, il répond donc par des phrases très courtes. Ça m'est égal, peut-être, je ne sais pas, on verra, mais jamais sûr de lui, parce qu'il est trop libre. Alors en philosophie, on nous apprend en réalité qu'il existe 2 formes de liberté. Une liberté qui est totalement absolue et une liberté qui est sous déterminisme. La liberté de Meursault n'est pas une liberté déterminée parce que Meursault se fout complètement de la société. Lui, il cherche une liberté totale. Pour m'expliquer, la liberté totale, c'est lorsqu'un individu sort dans la rue, sort ses armes et tire au hasard dans la foule parce qu'il est totalement libre. Ou montre en haut d'une tour et plonge la tête en premier, il est totalement libre. Mais la liberté déterminée, c'est lorsqu'en réalité on respecte les normes sociales. On a des droits, mais on a des devoirs. On n'enfreint pas en quelque sorte le terrain des autres. On ne dérange pas l'autre. On vit avec l'autre sans en quelque sorte le déranger. Pour Meursault, cette liberté n'est pas importante. Car, dit-il, l'enfer, c'est les autres, comme le dira Jean-Paul Sartre. C'est les autres qui me font mener une vie ridicule. On me regarde et on parle de mon t-shirt. On m'espionne, on me juge, on m'observe. Et finalement, on me met en prison. En prison parce que j'ai peur maintenant de faire certaines choses, dit Meursault. Pour vous expliquer un peu. Donc pour qu'il soit plus libre, il faudrait maintenant ne plus s'intéresser à cette société. C'est cette liberté qui le conduira maintenant à commettre l'acte. Dans la seconde partie, nous sentons en vérité que les choses changent. Meursault est dans son procès, mais il est aussi absent de son procès. Il disait que mon affaire était trop simple. Il a tué et il dit le jour de son procès, mon affaire était trop simple. Certainement ça ne durera pas et que le juge fera très rapidement les choses. À son audition, le procureur lui demande, est-ce que vous savez ce que vous avez fait? Il dit que j'ai tué sur l'Arabe.
Qu'est-ce que ça vous fait? Rien. Mais vous ne croyez pas en Dieu? Je ne sais pas. Qui est Dieu? Vous comprenez l'individu dont nous avons. Alors nécessairement, il commence maintenant à déranger et la société qui veut maintenant le juger et certainement l'emprisonner. Mais le jour du procès, Mossel n'est pas jugé par son acte involontaire sur l'arabe, mais il a été jugé par son insensibilité. Insensible de n'avoir pas pleuré à la mort de sa mère, insensible devant les rapports humains, l'amour, l'amitié, insensible surtout aussi devant lui-même, parce que lui-même, il se sent insensible, volontairement. Alors, je vais passer aussi à une seconde lecture où tu me parleras de la partie de la page 43. Nous sommes arrivés en âge chez Céleste. Il était toujours là, avec son gros ventre, son tablier et ses moustaches blanches. Il m'a demandé si ça allait quand même. Je lui ai dit que oui et que j'avais faim. J'ai mangé très vite et j'ai pris du café. Puis je suis rentrée chez moi. J'ai dormi un peu parce que j'avais trop bu du vin. Et en me réveillant, j'ai eu envie de fumer. Il était tard et j'ai couru pour attraper un tram. J'ai travaillé toute l'après-midi. Il faisait très chaud dans le bureau et le soir, en sortant, j'ai été heureux de revenir en marchant lentement le long des quais. Le ciel était vert, je me sentais content. Tout de même, je suis rentrée directement chez moi parce que je voulais me préparer des pommes de terre cuites. Alors remarquez aussi le personnage, jamais accompagné, toujours seul. Même avec Marie, il sentait en vérité que Marie devait partir le plus rapidement possible, parce que c'est un personnage primitif. Primitif, sauvage. Ce sont les instincts qui l'intéressent le plus. Quand Marie vient, c'est tout simplement pour passer au plaisir. Après le plaisir, Marie devait repartir. C'est un homme primitif dans la mesure où il a des attitudes sauvages. Attitude sauvage parce qu'il est criminel, primitif parce qu'il ne s'intéresse qu'au plaisir, mais en même temps aussi, il ne cherche pas à s'intéresser aux autres, il est un homme à part. Ce qui fait apparaître maintenant une certaine solitude chez le personnage. Cette solitude est d'abord voulue. Voulue dans la mesure où il ne veut pas être comme les autres. Cette solitude aussi est parce que l'écrivain lui-même le marginalise. Parce que vous le savez, dès qu'on parle donc de la notion de marginalité, c'est parce qu'en vérité, il y a deux types de marginalité qui renvoient aussi à l'exclusion. Une marginalité voulue, où en vérité, on ne se sent pas à l'aise dans une société donnée, on s'en exclut. Une marginalité maintenant qui n'est pas voulue, où en vérité, c'est la société lui-même qui vous chasse. Et vous êtes un personnage hors jeu, comme au football, un personnage mis en quarantaine. Et c'est le cas dans la seconde partie, lorsqu'il sera emprisonné. Mais au-delà du personnage de Mossel qui fait l'intrigue de ce roman, il existe aussi d'autres personnages, et qui seront donc d'une importance capitale. Parmi ces personnages, il y a Marie Cordonnan, Raymond Sintès, Salamono, le juge, le procureur, Masson, l'aumônier et surtout Céleste. Nous allons nous intéresser à deux personnages. D'abord Salamono et ensuite Raymond Sintès pour comprendre un petit peu une certaine thématique de l'absurdité qui fera l'objet donc de notre dernière intervention. D'abord le cas de Salamono. Salamono est un vieux qui en vérité habite avec Mossel dans le même appartement. C'est un voisin de palier, si je peux parler ainsi. Alors Salamono avait un chien. Son chien était son seul compagnon. Mais bizarrement, à chaque fois que Salamono était avec son chien, Salamono battait le chien. Durement. Le chien, n'en pouvant plus, s'enfuyait. Salamono restait sur les pas du palier et pleurait comme un enfant. Quand les gens le rencontraient, on savait déjà que c'était son chien qui était encore parti. Alors il fallait rechercher le chien et le ramener. Mais dès que le chien arrivait, quelques instants après, Salamono battait encore son chien. Le chien repartait. Alors, attitude absurde. Nous retiendrons maintenant cette absurdité, j'y reviens tout à l'heure. Après, il y a le cas de Raymond Sintès.
Raymond Santès s'était amouraché d'une moresque arabe, moresque du moins arabe. Ce sont ces hommes-là qui sont d'une brutalité, qui crient, qui frappent, qui insultent les femmes. Quand l'arabe venait voir Raymond, au lieu donc d'en profiter, Raymond l'insultait et le battait. La femme s'enfuyait et ne voulait plus revenir. Raymond courait derrière la femme encore. Et la ramenait encore. Il y a encore les coups qui reviennent, la femme s'en va encore. Vous comprenez? C'est cette relation basée sur donc l'agressivité, basée un petit peu sur la violence. Alors, pourquoi devrait-on en quelque sorte dire qu'une fille qu'on aime et qu'on est avec elle, la battre et à chaque fois en vérité courir après elle pour qu'elle revienne? Ça devient aussi absurde. Deux éléments, donc, exemples de l'absurdité qui décrivent déjà des personnages. Ce qui nous permet maintenant d'entrer dans le domaine de la thématique. Le livre s'ouvre sur l'absurdité et se ferme aussi sur l'absurdité. L'acte absurde est un acte dénoué de sens. C'est comme si je disais que l'individu utilise son inconscience. Agit de manière involontaire, mais de manière inconsciente. Camus cherchait à montrer en vérité que l'existentialisme traduit cette volonté de l'individu qui, en vérité, utilise le plus souvent soit sa conscience pour agir positivement, soit son inconscience pour agir négativement. Chez Camus, montrer donc cette image de la négativité chez l'individu se matérialise aussi par une ambition de parler de son siècle. Rappelez-vous, le XXe siècle, s'il y a un prof d'histoire géo qui pourrait me suivre ici, la Première Guerre mondiale, qu'est-ce qu'il a provoqué? La crise des années 30, la montée du fascisme, le nazisme, la Seconde Guerre mondiale, l'équilibre de la terreur, énormément de choses qui poussent à se demander, est-ce que l'homme en vérité ne serait pas, comme le dit Thomas Hobbes, un loup pour l'homme? Est-ce que l'homme en vérité n'agit-il pas inconsciemment? Cette destruction de l'humanité, cette destruction de l'homme et de son prochain constitue en vérité un acte absurde. La guerre ne résout absolument rien. La violence ne peut aussi rien résoudre. Et Camus l'a bien compris, c'est pourquoi il nous a écrit L'étranger pour nous montrer un petit peu cette image. Le cas de l'absurdité donc développé par Camus revient à montrer en vérité que l'individu lui-même devrait utiliser sa conscience dans la société pour pouvoir agir au bénéfice de la société, c'est-à-dire cotiser pour sa société dans le bon fonctionnement de celle-ci. Mais lorsque l'individu agit de manière inconsciente, l'individu s'exclut lui-même et devient marginal. C'est le cas de Meursault, c'est le cas de Salomono, c'est le cas aussi de Raymond Santès. À la fin de l'œuvre, nous comprenons parfaitement maintenant cette image même de l'absurdité qui en vérité ne conduit l'individu que vers la mort. Car lorsqu'on est absurde, c'est parce que nécessairement nos agissements ou nos actes nous conduisent inéluctablement vers la mort. Nous écouterons ces dernières lignes avec la demoiselle, la dernière page. Pour la troisième fois, j'ai refusé de recevoir l'aumônier. Je n'ai rien à lui dire, je n'ai pas envie de parler. Je le verrai bien assez tôt. Ce qui m'intéresse en ce moment, c'est d'échapper à la mécanique, de savoir si l'inévitable peut avoir une issue. On m'a changé de cellule, de celle-ci. Lorsque je suis allongée, je vois le ciel et je ne vois que lui. Toutes mes journées se passent à regarder sur son visage le déclin des couleurs qui conduit le jour à la nuit. Couché, je passe les mains sous ma tête et j'attends. Je ne sais combien de fois je me suis demandé s'il y avait des exemples de condamnés à mort qui eussent échappé au mécanisme implacable disparu avant l'exécution. Rompu les cordons d'agent, je me reprochais alors de n'avoir pas prêté assez d'attention au récit d'exécution. On devrait toujours s'intéresser à ces questions. On ne sait jamais ce qui peut arriver. Comme tout le monde, j'avais lu des comptes rendus dans les journaux, mais il y avait certainement des ouvrages spéciaux
que je n'avais jamais eu la curiosité de consulter. Là, peut-être, j'aurais trouvé des récits d'évasion. J'aurais appris que, dans un cas, au moins, la roue s'était arrêtée, que dans cette préméditation irrésistible, le hasard et la chance, une fois seulement, avaient changé quelque chose, une fois dans un sens, je crois que cela m'aurait suffi. Mon cœur aurait fait le reste. Les journaux parlaient souvent d'une dette qui était due à la société. Il fallait, selon eux, la payer. Mais cela ne parle pas à l'imagination. Ce qui comptait, c'était une possibilité d'évasion. Un saut hors du rythme implacable, une course à la folie qui offrit toutes les chances de l'espoir. Naturellement, l'espoir, c'était d'être abattu au coin d'une rue, en pleine course et d'une balle à la volée. Mais tout bien considéré, rien ne me permettait ce luxe, tout me l'interdisait, la mécanique me reprenait. Très bien. Alors vous sentez donc avec la lecture que, à la fin donc du roman, Camus peint un personnage qui, en vérité, devra maintenant commencer à regretter. Parce que nécessairement, lorsque l'acte involontaire commence, lorsqu'en réalité on se met en marche de la société, lorsqu'on fuit et on commence à faire des choses qui en vérité ne sont pas dans le domaine de la conscience, forcément à la fin on devrait regretter. Meursault espère en réalité que comme tout est fini, comme le juge a proclamé sa condamnation, parce qu'il devra être exécuté avec la tête tranchée, il comprend maintenant qu'en vérité, fuir la société n'est pas une bonne attitude. Agir inconsciemment n'est pas une bonne attitude. C'est pourquoi maintenant on pourrait penser à un second thème, le thème de la révolte camusienne. Camus se révolte. Il se révolte contre la société, qui parfois juge hâtivement. Parce que, nécessairement, on aurait dû le juger pour le meurtre, mais on l'a jugé pour son insensibilité. La société parfois nous juge et nous pousse parfois à commettre des choses ignobles. Mais en même temps aussi, Camus se révolte contre un petit peu donc la crise algérienne. Parce que vous ne le savez pas, Camus est aussi un Algérien, franco-algérien. Et à l'époque de l'écriture de l'œuvre, on peut comprendre en vérité qu'on était en pleine décolonisation. L'œuvre revient aussi sur cette image de la révolte. Dernière attitude de la révolte, Camus se révolte contre tout, c'est-à-dire contre la société qui est pourrie, contre la société qui détruit son prochain et propose en réalité une amélioration d'une autre société plus dynamique, plus juste et plus égalitaire. Et il rejoint en ce sens maintenant l'image de Jean Giono à la même époque, qui écrit que ma joie demeure et qui dit que si je suis un individu et que je dois vivre dans la société, je dois cotiser par la joie. Cela signifie quoi? Que je cherche à être du côté de Mouché Gueye, ici présent, que je procure à Mouché Gueye de la joie, que je lui montre un visage rayonnant. Et qu'en revanche, Mouché Gueye aussi en fasse de même. Qu'on oublie tout aspect de violence, qu'on oublie tout aspect de haine, qu'on oublie tout aspect de tricherie et qu'on le fasse naturellement. Dès l'instant que l'homme comprendra qu'il est le remède de l'homme, alors l'équilibre pourra exister. Mais dès l'instant qu'il y a la haine et le regard espiègle de l'autre derrière moi, qui me regarde, qui me juge, alors la haine existera toujours et certainement les actes inconscients existeront aussi. Enfin, ce qui m'a frappé aussi en tant que littéraire en lisant le roman, j'ai senti en vérité que c'était une écriture extraordinaire. Des phrases courtes, des phrases simples, avec un style exceptionnel. Mademoiselle, prenez n'importe quelle page, lisez au moins 2 lignes. Choisissez une page du milieu par exemple. Lisez au moins 2 ou 3 lignes. Vous allez comprendre. Il y a des choses dont je n'ai jamais aimé parler. Alors insistez sur la ponctuation. Quand il y a un point, mettez un point. Il y a des choses dont je n'ai jamais aimé parler. Quand je suis entrée en prison, j'ai compris au bout de quelques jours que je n'aimerais pas parler de cette partie de ma vie. Continuez. Plus tard, je n'ai plus trouvé d'importance à ces répugnances. En réalité, je n'étais pas réellement en prison les premiers jours. Voilà. Alors regardez les pauses qu'elle a faites. Ce ne sont pas des phrases philosophiques. Excusez-moi, les profs de philosophie. Ce ne sont pas des phrases aussi purement littéraires où il y a une certaine description. Mais ce sont des phrases très courtes, des phrases très simples. Et le génie camusien, c'est ça. C'est un architecte. Un architecte qui écrit de manière de la plus simple, mais en utilisant un jeu.
Ce jeu n'est pas un jeu égoïste, parce que ce n'est pas le jeu de Camus, mais c'est le jeu du narrateur. Le narrateur et le personnage principal se rassemblent dans un même contexte. C'est le personnage principal lui-même qui raconte l'histoire dans le roman. Et ce jeu est un jeu en réalité qui raconte une vie. Ce n'est plus de l'autobiographie, mais c'est plutôt de la biographie. Dans l'autobiographie, et vous le sentez comme les confessions de Jean-Jacques Rousseau ou l'enfant noir de Camaralai, l'auteur est le personnage de son œuvre. Lui-même, il s'exprime, il parle de lui, il raconte sa propre vie. Mais dans la biographie, l'auteur ne fait qu'écrire. Il laisse la place au narrateur. Si le narrateur est connu comme Meursault, alors la focalisation, je pense, M. Gueye, est interne. Une focalisation purement interne où l'auteur maintenant donne libre cours à son personnage pour exprimer une certaine réalité de sa vie. On raconte l'histoire. Seulement chez Camus, l'histoire qui est racontée n'a pas de description. On sent qu'il ne décrit absolument rien, comme le feraient les réalistes. Parce que dans l'écriture purement réaliste, il fallait décrire l'environnement, décrire le personnage. Si on vous demandait qui est Meursault, il n'y a aucune place dans le roman où on vous dit exactement c'est un homme grand, c'est un homme petit, c'est un homme qui porte des costumes. Non, on ne décrit rien. Si on vous parle de Marie Cordona, c'est une femme qui aime Meursault, c'est tout. Maman est morte, c'est tout ce qu'on a donc de sa mère. Il ne fait aucune description. Il cherche maintenant à dire les choses, mais de manière très simple, de manière très ramassée. D'ailleurs, c'est ce qui lui a valu même d'avoir maintenant le prix Nobel de littérature en 1957. Pourquoi? Parce qu'il a été très spécifique dans son écriture. Alors, au-delà maintenant de cette biographie qui est déclamée, au-delà de cette absence de description, l'écriture camusienne est une écriture nouvelle, qui n'a pas encore été appréhendée par les autres écrivains. Pourquoi? Parce que c'est une écriture qui, en vérité, dans son indifférence et dans sa simplicité, montre aussi l'étrangeté de l'individu et de son personnage. Comme les mots sont simples, comme les phrases sont courtes, ça montre aussi une certaine indifférence du personnage. Ça montre aussi une certaine insensibilité à vouloir traduire un personnage bizarre. Enfin, dans cette écriture aussi, on pourrait retenir enfin que le summum de cette écriture se résume tout simplement à une sorte de ramassage de toute la pensée existentialiste camusienne. Car en vérité, Meursault n'est que ce qu'il a voulu être. C'est parce qu'il a voulu fuir la société, il a voulu être différent des autres, qu'en vérité, il a été peint de cette manière. Dans les autres romans de Camus, je ne dis toujours rien, je me précipite au contraire de descendre au prochain arrêt. C'est ce que nous faisons. Nous observons la société chaque jour, nous voyons des individus ici dans la société qui ne sont pas comme nous, qui ont besoin de nous. Même chez vous les élèves, vous voyez toujours dans la rue des individus qui ont besoin de nous, qu'on a considérés comme étant des marginaux, qui sont malades, infirmes. Nous ne nous soucions pas d'eux, nous ne les écoutons pas, nous ne leur donnons même pas de l'aumône. Au contraire, si nous nous intéressons à eux, c'est parce que nous voulons les taquiner, les déranger. C'est une gratuité parfaite, c'est de l'hypocrisie. C'est ce qu'on appelle l'absurdité. Ce sont des actes que nous faisons chaque jour. Et ce sont des actes en réalité qui sont répugnés par la société et que nous continuons à faire. C'est comme ce qui se passe un petit peu aujourd'hui en Chine et là aussi le débat sera ouvert. La Chine est malade, le monde ferme ses portes. Personne ne parle. Tout le monde tourne le dos. Nous-mêmes, nos concitoyens, ceux qui sont là-bas, ne doivent pas rentrer. Il faut les oublier, il faut les mettre en quarantaine. L'acte n'est-il pas absurde? N'est-il pas absurde? Ensuite, si nous continuons dans la même lancée aussi de montrer l'absurdité, le roman La Peste d'Albert Camus renvoie un tout petit peu à cette situation mondiale où nous sommes. Dans La Peste, une ville a été totalement mise en quarantaine à cause de la maladie. Camus a dit que certainement si nous nous mélangeons avec ces gens, nous tomberons malades. Mais est-ce que c'est une raison pour les oublier? Est-ce que c'est une raison pour complètement les enfermer en eux-mêmes? Est-ce que c'est une raison pour les laisser à leur sort et les laisser pourrir ou mourir? Camus dit non. Camus dit que ce regard-là que nous avons envers l'autre, c'est un regard plutôt d'amitié pour les aider. Alors, doit-on maintenant, en ce moment précis, aider nos amis qui sont donc en Italie, aider nos amis qui sont en Chine? À vous maintenant de répondre et de choisir. Moi, je déciderai volontiers de me porter volontaire
pour aussi participer à les aider, parce qu'on ne doit pas les oublier, on ne doit pas les mettre en quarantaine. Enfin, je finirai par parler un tout petit peu maintenant du programme et de l'importance de l'œuvre. L'œuvre est d'une importance capitale parce que l'œuvre fait partie du programme de la classe de terminale. D'habitude, nous n'avons pas encore eu la chance de tomber sur des œuvres au programme comme sujet de dissertation au baccalauréat. Le plus souvent, on nous donne des genres littéraires. Le roman est ceci, la poésie est cela, le théâtre est cela, etc., ou la littérature. Mais supposons qu'on nous dise comment fonctionne l'absurdité dans le roman d'Albert Camus. Et ça pouvait être un sujet du baccalauréat, parce qu'il y a 3 ans, en France, c'était son sujet. Vous me comprenez? Donc, d'où l'importance de lire. La lecture est un autre monde. La lecture est un voyage. La lecture est une découverte. Celui qui ne lit pas ne peut aller loin. C'est vrai que vous avez aujourd'hui WhatsApp, vous avez Facebook, vous voyagez dans votre propre chambre. Mais en vérité, c'est totalement différent aussi de la lecture. Parce que lire, c'est aussi apprendre à écrire. Lire, c'est aussi se préparer pour l'avenir. Lire, c'est aussi en quelque sorte être homme. Parce que c'est l'homme qui lit. Donc, je vous exhorterai nécessairement pour finir dans la lecture, à aimer les œuvres, à vous préparer, à respecter vos professeurs et surtout aussi à devenir, que vous soyez scientifique ou autre, véritablement littéraire. Merci beaucoup.